Bonsoir, bienvenue dans cet amphi Féronvreau. Féronvreau pour nous c'est quelque chose de... c'est un nom qui porte beaucoup parce que sans lui cette faculté n'existerait pas, puisque dans les années après la loi 1875, création, on en dira un mot très vite, de 5 universités, mais la seule qui a réussi à faire une fac de médecine, c'est l'université de Lille, et parce qu'il fallait énormément de moyens pour faire une faculté à l'époque. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes la seule faculté non publique française. Alors, on va parler ce soir d'un doyen qui, à mon sens, est très important dans cette faculté, puisque j'avais posé la question à M. Lifog, notre doyen historien, un jour en lui disant, après vous, quel a été le plus grand doyen de la faculté. Et il m'avait répondu sans hésitation, Henri Duret, sans me donner de précision. Ça m'avait interpellé. Je me suis dit, mais pourquoi sans hésitation? Et donc, c'est une réflexion qui a mûri dans ma tête. Et puis, le docteur Duret est venu me rencontrer pour parler de son ancêtre Henri Duret. Et on a échangé. Et comme nous sommes dans les 150 ans, l'anniversaire des 150 ans de cette université, nous nous sommes dit qu'il était intéressant de le mettre en avant comme doyen de cette faculté. Et nous allons donc faire un exposé à 2 voix, et nous espérons vous convaincre que, à la fin de l'exposé, vous compreniez pourquoi M. Lifog avait dit que c'était le plus grand doyen de cette faculté. Alors, il est toujours bon de se remettre dans le contexte de l'époque, puisque Henri Duret va arriver ici en 1884. Donc 1884, c'est 3 ans après la création de ces bâtiments, l'architecte Le Touquet, le bâtiment académique, et puis cette faculté 56 rue du Port. C'est une dizaine d'années après la fameuse loi sur la liberté de l'enseignement. C'est pour ça qu'on disait faculté libre. C'est parce que l'esprit de la loi en 1875, c'était de dire qu'il faut mettre en concurrence faculté libre et faculté d'État. Et d'ailleurs, Henri Duret aura une position très significative à cet égard. Et puis, Henri Duret, on va le voir, va travailler non pas avec Charcot, mais proche de Charcot. Et lorsque l'hôpital Sainte-Eugénie à Lille va devenir la Charité, Charcot va obtenir, par Gambetta, par les politiques, la première chaire mondiale de neurologie, aux grandes dames d'un grand doyen, neurologue, Vulpian, qui ne comprenait pas pourquoi les politiques pouvaient décider des agrégations. Henri Duret est arrivé dans un climat compliqué. Il est parti dans une atmosphère également compliquée, puisqu'il était considéré par l'archevêque de Cambrai, qui était le président du conseil supérieur de cette université, Alfred Duquesnay, comme un élève de Charcot. Et donc il a travaillé avec Charcot, il a fait des cours dans des écoles d'infirmiers, il a publié avec Bourneville, et le climat de l'époque, dans les morticoles de Léon Daudet, on retrouve bien sûr la fameuse phrase sur Charcot, le professeur Foutange, qui règne dans l'hôpital Typhus avec Babinski et Pierre-Marie, c'est-à-dire les docteurs Tripart et Boustibra. Et puis, sur Bourneville, il y a une phrase quand même, le mélanchoniste de l'époque, l'anticlérical de l'époque, Léon Daudet dit « Il était haut comme une pomme, rouge comme une tomate, vindicatif et passionné, bouffeur de curés et de bonnes sœurs, aux activités tellement multiples qu'on se demande quand il avait le temps de voir attentivement les enfants de son service. » Alors, ça montre un peu le climat de l'époque. Alors, quand il arrive, il est soutenu par Camille Féronvreau, je vais remettre la précédente, qui lui avait été envoyé comme ici domicile un peu partout en France pour chercher les meilleurs universitaires, parce qu'il fallait avoir le nombre d'universitaires, de professeurs, au moins égal à la plus petite fac française, et un hôpital avec 200 lits pour l'enseignement. Donc,
C'est le frère de Henri Duret, Joseph Duret, l'abbé Joseph Duret, qui avait mis dans l'oreille le nom de son frère. Et Camille Ferronvreau, lui, était vraiment partisan de sa venue ici à Lille. Et puis, quand on étudie le dossier, le CV, comme toujours pour l'arrivée d'un universitaire, on s'aperçoit que Henri Duret, qui est né en 1849, donc en 1872-74, il est quand même encore très jeune, il n'a pas 30 ans. Et puis, il travaille déjà sur la neuroanatomie. De toute façon, c'est un chirurgien, mais sa vocation, ce sont les neurosciences. C'est pour ça qu'il est apprécié par des doyens neurologues, bien entendu. Et donc, il a travaillé beaucoup sur la vascularisation. Beaucoup de travaux rapportés à Charcot sont en fait de Henri Duret. Il a eu le Grand Prix de l'Institut lorsqu'il a travaillé sur la vascularisation du bulbe, qu'on n'appelle plus le bulbe rachidien, maintenant qu'on appelle la moelle longue allongée, peu importe. Et puis, on parle souvent de l'hémorragie cérébrale de Charcot, qui est due à une atteinte des artères profondes de l'artère sylvienne. Et ben, en fait, c'est l'hémorragie de Duret, puisque c'est lui qui avait décrit plusieurs artères, je ne vais pas détailler, mais pour ceux qui aiment la vascularisation du cerveau, des artères complètes. On parle même de l'hémorragie de Duret, qui existe, et comme il a beaucoup travaillé sur l'hypertension intracrânienne, dans certains cas d'hypertension intracrânienne, vous avez une souffrance de vaisseau qui donne des lésions dans le bulbe. Donc l'artère de l'hémorragie cérébrale, vous voyez, ce qu'il rapporte, c'est exactement ce qu'on apprend maintenant aux plus jeunes. Alors, il est en opposition avec les grands noms de la neurologie de l'époque, Heubner notamment, Charles Foix, mais c'est lui qui a raison. Il a raison pour le territoire sylvien des territoires profonds des noyaux gris centraux, et il a surtout raison aussi pour la vascularisation du corps calleux. La pensée unique de l'époque était de dire que c'était la cérébrale postérieure qui vascularisait le splénium du corps calleux, et notamment l'ensemble du corps calleux à l'époque. Et c'est Duret qui a mis en avant le fait que c'était une branche de l'artère de la cérébrale antérieure. Adamkiewicz, qui est né 1 an avant ou après lui et qui est mort la même année que lui, a travaillé sur la vascularisation de la moelle spinale. Eh bien, Henri Duret, alors très jeune, avait travaillé aussi dans ce domaine. Donc vous voyez qu'au niveau anatomique, il a travaillé beaucoup. Et puis, Camille Ferronvreau pouvait constater aussi qu'il avait, en 1878, écrit une thèse extrêmement poussée sur l'hypertension intracrânienne, puisqu'on vivait encore sur des concepts très anciens qui étaient faux, et puis surtout aussi sur la souffrance du tronc cérébral, et tout ce qu'on apprend encore aujourd'hui aux étudiants sur le coma. Il y a beaucoup de choses sur les centres neurovégétatifs, du tronc cérébral, sur les arrêts cardio-respiratoires, les différents types de respiration. Tout ça, il l'avait décrit dès 1878. Je rappelle qu'il est né en 1849. Je termine pour son CV avant de connaître l'homme et sa carrière chez nous. Il a beaucoup travaillé avec Carville aussi sur la physiologie du système nerveux, notamment du cerveau. Et il a aussi travaillé en embryologie, parce qu'à l'époque, l'embryologie était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et puis, en fait, c'est un chirurgien. Il devait, on va le voir, être prof de chirurgie à Paris, et il avait fait des mémoires d'agrégation de l'époque, thèse d'agrégation, l'une sur les contre-indications à l'anesthésie chirurgicale et l'une sur la hernie inguinale. Donc, vous voyez, une vocation de chirurgien. Mais Félix Culpa, sa carrière, il ne la fera pas à Paris, mais à Lille. Mais maintenant, nous allons, avec la famille, connaître un peu plus l'homme. Merci beaucoup. Je veux d'abord remercier le doyen Patrick Hopker pour m'avoir fait confiance pour me parler un petit peu de ce personnage. Qui il était? Parce que moi, je ne connaissais pas bien, en fait. Je l'ai découvert. Donc, alors, je reviens tout de suite sur ce tableau, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Pour moi, c'était mon premier contact avec la faculté catholique de Lille, il y a une quarantaine d'années. J'avais rencontré le professeur Lifog, car je savais que j'avais quelqu'un de la famille qui était enseignant à la faculté, mais je ne savais rien, pas grand-chose sur lui. Et j'étais surpris
par son enthousiasme pour ce doyen. Et également, j'étais très surpris du nombre de volumes écrits à la bibliothèque par Henri Duret. C'était plusieurs mètres de longueur. C'était vraiment impressionnant. Et ce tableau, donc, qui a un tout petit mot sur le peintre, c'est Julien Duvaucel. C'est un peintre lillois qui est vite monté à Paris, chez Léon Bonnat, et qui était en fait un portraitiste classique. Donc j'ai découvert très récemment, par moi-même, une anecdote. Parce que vous noterez que sur le tableau, c'est écrit, enfin, c'est peint 1849-1922. Or, il est mort en 1921. Donc je me suis posé toujours la question, mais pourquoi 22? Eh bien, en le regardant de très près, je me suis aperçu en fait qu'il avait été peint à partir d'une photo. C'est la photo, parce que là, vous allez voir, on retrouve cette photo-là partout. Donc c'est quand même pas mal fait, parce que le peintre a rajouté les deux bras, mais la photo elle est là. C'est extraordinaire. Donc au niveau chromatique, on voit un esthétisme monacal, c'est-à-dire que tout est un petit peu fondu. C'est un beau tableau, hein, c'est une belle fracture. Une belle facture, pardon. Et ce tableau, mais bon, ça reste dans le milieu médical, c'est pas grave. Alors ce tableau, donc, on voit l'homme de science, hein, qui vous regarde droit dans les yeux, mais avec un côté bienveillant, une tête éclairée, nimbée de lumière. Donc c'est tout à fait lui, en fait. Si vous devez retenir une image de lui, c'est celle-là. C'est un médecin chirurgien chrétien qui a beaucoup donné, et pour l'enseignement et pour la faculté catholique de Lille. Alors vous noterez qu'au centre, enfin presque au centre, il y a un crâne. Il n'est pas là par hasard. En fait, ça résume toute la vie un peu d'Henri Duret, parce qu'il a beaucoup travaillé sur les traumatismes crâniens et les vascularisations cérébrales. Et c'est également le violon d'Ingres du peintre. En effet, il a peint beaucoup de tableaux avec des crânes, dont un des plus célèbres se trouve au musée d'Orsay, qui s'appelle le crâne aux yeux exorbités. Donc, et puis là, vous voyez toutes ces œuvres. C'est un tableau qui est vraiment magnifique, mais j'étais content de savoir pourquoi ce qui avait marqué le 1922, parce que personne ne me l'avait dit. C'est une découverte. Donc, Patrick Hautecoeur vous a parlé de ses recherches, de ses travaux. Moi, je vais vous parler de l'homme. Donc, il est né le 4 juillet 1849 à Condé-sur-Noireau, c'est dans le Calvados, en Normandie. Son père était filateur, sa mère, Anastasia Lecornu, venait de Bayeux, parce qu'ici, il y a la famille qui sont de Bayeux. C'est une famille de 8 enfants. Il avait une sœur qui était religieuse et un frère curé, comme on a déjà parlé. C'était courant à l'époque. Donc il a fait ses études chez les maristes à Montluçon. Alors ça, c'est important, parce qu'il a quand même eu une éducation judéo-chrétienne pendant toute sa scolarité, et ça se traduira par la suite par son comportement avec l'Église. Ensuite, il a passé son baccalauréat S-Lettres à Caen. Il est allé s'inscrire à l'école de médecine de Caen, mais très rapidement, il est arrivé sur Paris. Donc là, c'est son trajet, en fait. Il est né ici, il est allé à Caen, puis Paris, et après Lille. C'est un angle droit, quoi. Donc je me suis permis de mettre son arbre généalogique pour deux raisons. D'une part, pour vous montrer un petit peu sa descendance directe. En fait, il a eu 3 filles, Agnès, Marie-Thérèse et Madeleine, et pour voir un petit peu les liens familiaux qui m'unissent à lui. Donc là, je suis ici, et en fait, c'était le frère de mon arrière-grand-père, Émile Joseph. Donc on a quand même le nom commun, mais je ne suis pas un descendant direct, je suis une branche collatérale. On a quand même des ancêtres communs, ses parents, Joseph et Françoise Anastasia. Tout ça. Alors, toutes les cases rouges, ce sont des gens de la famille qui sont dans le milieu médical. Et je remercie en particulier mon cousin Gérard Mondé, ici présent, qui est la référence généalogique de la famille. Ainsi que mon frère Alain Duret, qui m'a beaucoup aidé dans ce tableau. Donc j'ai quelques points communs avec Henri Duret, à savoir, outre le nom, ça vous l'avez dit tout seul, ses origines, normalement tous les deux. J'ai fait une carrière chirurgicale aussi, mais en chirurgie maxillofaciale, alors que lui était plutôt sur le crâne. Et voilà, j'ai fait ma thèse sur les méningiomes extracrâniens. Donc c'est vraiment par hasard. Tout ça, je ne savais pas. Mais je ne veux pas aller plus loin dans les éléments communs. Et je vous ai mis une deuxième diapositive sur sa descendance. Donc il y a 3 filles, je vous l'ai dit, hein, 2 filles ont épousé des Lillois. Elles sont vite parties à Paris.
Et je vous mets cette diapo parce que je n'ai aucun contact avec la descendance actuelle, les neveux particuliers. Donc si quelqu'un dans la salle connaissait un neveu, ou connaissait... C'est pas facile de rencontrer quelqu'un, avoir un contact avec un descendant direct. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette diapositive. Donc très rapidement, donc, il a passé son baccalauréat, il s'inscrit à la faculté de médecine de Paris. En 70, se déclare la guerre et il a passé le concours d'aide-majeur auxiliaire au Val-de-Grâce, ce qui est important parce qu'il ira directement sur les champs de bataille et se dévouera énormément avec les blessés. Et le général Chanzy l'avait remarqué déjà dans une ambulance à l'époque et voulait lui remettre la Légion d'honneur. Mais ça n'a pas été fait, ce sera fait plus tard. Après la guerre, il a passé le concours d'internat, il a fait différents services à Paris, chez Tréla, c'était un service d'aliénés, chez Duplay. Il a été nommé préparateur en anatomie ou prosecteur. Ça, c'est un titre important parce qu'il a fait beaucoup d'anatomie, de dissection, et ça lui a servi pour toute sa carrière, toute sa vie, quoi. Ensuite, il était chez Tillot, et puis il a travaillé à la Pitié chez Verneuil, qui était un chirurgien connu pour sa maladie, la maladie de Verneuil. Et surtout le laboratoire commun, il y avait un laboratoire qui était commun avec Charcot, et c'est là qu'il a fait les études que Patrick Hopker nous a montré tout à l'heure, qui a eu le prix de physiologie et le prix de biologie. En 1878, donc là il avait en fait 22 ans quand il a fait ces travaux-là. À 22 ans, il a fait des recherches sur la vascularisation du cerveau. Il a fait sa thèse en 1978 sur une thèse sur les études expérimentales sur les traumatismes crâniens. Donc je l'ai lu toujours à la maison, mais je l'ai lu que récemment finalement. C'est une thèse extraordinaire, parce que heureusement Brigitte Bardot n'existait pas, parce qu'il prenait des chiens, des lapins, il faisait donner un coup de marteau sur le crâne, ou alors il faisait un truc trépant, il injectait de l'eau, et il voyait ce qui se passait au niveau clinique, comment réagissait l'animal, tout ça pour essayer de localiser un petit peu les déficits. Et après, il faisait la dissection. Mais c'était un travail colossal. Ensuite, il a été chef de clinique chez Verneuil. Il a passé le concours des chirurgiens des hôpitaux de Paris. Il était reçu majeur. Et normalement, après cela, il aurait dû être professeur. Mais hélas, ou Félix pas. À 2 reprises, il s'est proposé pour l'agrégation, mais il a été rejeté par le jury. Alors, la première fois, c'était sur les contre-indications, on l'a vu tout à l'heure, sur les contre-indications chirurgicales, l'anesthésie générale. Mais ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il a étudié 135 dossiers de mort par chloroforme, par le chloroforme. C'était à l'époque le moyen d'endormir. Et il voulait savoir si c'était dû au chloroforme ou dû à l'état général du patient. Et une autre anecdote, c'est que grâce à Emmanuel Drouin, ici présent, j'ai acheté récemment cette thèse dans une salle des ventes à Chambéry. Donc 150 ans plus tard, j'ai réussi à trouver un livre de lui. Voilà, donc c'est quand même encore une anecdote le concernant. Arrivé à Lille, donc il a 35 ans. Et donc on l'a vu tout à l'heure, il a été barré par l'archevêque de Cambrai, mais c'est grâce à Camille Ferrand de Vraud qu'il a pu avoir ce poste de chaire à l'hôpital de la Charité, chaire de chirurgicale. Il aura travaillé toute sa carrière à l'hôpital de la Charité. Donc il a épousé en 86 Augusta de Le Salle, au Sacré-Cœur, à l'église juste à côté, étant en fait une famille du maire de Lille. Alors ça a une importance parce que, on verra plus tard, pendant la guerre, le maire s'est beaucoup préoccupé des Lillois pendant la guerre, et donc il y avait des relations entre la faculté, je pense, et la mairie. Il a habité au 99 puis 21 boulevard Vauban, donc c'est juste en sortant de la faculté, en face, et 3 filles, ça on l'a déjà vu, qui ont épousé des Lillois. Alors bah, ça, son domicile, je suis assez curieux, j'étais voir son domicile. Ils sont en travaux d'ailleurs actuellement. C'est juste en face. En fait, ces journées à Lilloise étaient très très organisées. Il faisait son tour des opérés à 8h30, les opérés de la veille. En fait, après, il donnait ses leçons de clinique aux élèves. Il allait opérer ensuite. Et là, j'ai mis un petit extrait de texte pour vous donner l'ambiance au bloc opératoire. Donc, en lisant entre les lignes, on voit que la clinique terminée, les opérations commençaient. Il était grave et pensif. Tout commençait silencieusement, mais le temps se précipitait. La voix impérative se haussait au gré des accidents, et les aides, même les plus exercées, avaient souvent fort à faire
pour seconder une semblable activité. Mais par-dessus tout, planait une telle sûreté, une maîtrise si complète, une présence d'esprit si lucide, que l'opération la plus dramatique donnait l'impression d'une sécurité absolue. Donc c'était vraiment en fait un as du bistouri. Une autre phrase aussi qui a été donnée par Besson, je crois, c'est qu'il avait une puissance de travail peu commune, une volonté de faire, une maîtrise parfaite durant ses opérations, si on vient de le voir, un sens pédagogique remarquable, puis il valait l'admiration de tous ceux qui l'ont approché, en particulier ses étudiants. Alors, il avait une devise, hein, science et religion. Donc quand on voit le tableau, rappelez-vous, ça lui correspond tout à fait. C'est un chercheur, il a toute sa vie, il a cherché, beaucoup disaient qu'il a beaucoup écrit. Il aurait pu être à l'Académie française, parce qu'il a un style vraiment fabuleux. Et donc c'était un prêtre, il se définissait comme un médecin chrétien en fait. Donc vous allez voir pourquoi. Donc en 1891, la faculté, ou un petit peu avant, était en relation avec la clinique de Lourdes. Il y avait beaucoup de pèlerinages à Lourdes, et il y avait même un bureau des constatations médicales des guérisons. Et donc en 1904, il y a eu un pèlerinage de tous les professeurs de la faculté qui s'est fait à Lyon, à Rome. Et ils ont eu une audience auprès du pape Pie X. Mais lors d'un congrès eucharistique en 1908 ici à Roubaix, on a fait un rapport sur les guérisons de Lourdes. Certains membres de l'Assemblée ont critiqué un petit peu toutes ces guérisons. Et c'est là que Duret a pris sa plume et a écrit vraiment un rapport sur les guérisons de Lourdes qui vaut le coup d'être lu. À la suite de quoi, il a été nommé chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, qui est une décoration pontificale qui est donnée à tous les membres très actifs dans le milieu catholique. En 1909, il a écrit aussi avec l'Association catholique de Rouen sur la réhabilitation de l'église de Jeanne d'Arc. Il était un petit peu partout. Mais il manque une date importante ici, c'est en 1900, c'est une date pourtant toute simple. C'est la date où il a été nommé membre correspondant de l'Académie de médecine. C'est-à-dire que vous avez deux graduations dans les membres de l'Académie. Vous avez membre correspondant et ensuite membre associé. Donc en 1900, il était membre correspondant. C'était déjà une belle récompense. Donc là, vous avez le bureau des constatations médicales avec le docteur Boissary, qui était un Parisien qui a été président pendant 17 ans de ce bureau. Mais en fait, ils avaient des fois 33 000 certificats à examiner, parce que les pèlerins venaient, ils repartaient chez eux, j'étais guéri, tout ça, donc les médecins faisaient des certificats, et eux, le bureau, devait donner leur aval, en fait, savoir si c'était vraiment une guérison, on appelait ça des guérisons eucharistiques. Il y en a eu quand même un certain nombre. On avance un petit peu. 1907, là, il est une date très importante parce qu'il est nommé membre associé de l'Académie de médecine. Donc ça, c'est vraiment une reconnaissance de ses pairs. Il est vraiment très fier. Et à cette occasion, un hommage lui a été rendu avec la réalisation d'une plaquette de Camus, où c'était une journée pour lui extraordinaire. Vraiment, il était très ému. Et vous allez voir la plaquette. Donc sur l'avers, on voit le profil. Je vais vous la mettre tout de suite. Oui, sur l'avers, le profil donnant expression du penseur et de l'âme d'action, et sur le revers, les palmes, l'œuvre et la faculté. Et Voiturier à l'époque avait dit de lui: vous êtes un pilote expérimenté, bravant marées et tempêtes, vous dirigez notre vaisseau et vous nous conduirez au port, rue du port. Donc, il avait l'humour. Alors voilà la fameuse plaquette. J'en ai un exemplaire, une petite médaille. Hein. Donc c'est encore le même profil. Donc là, vous avez les palmes, la faculté au fond, les palmes académiques, et là, les œuvres de Duret. Alors, j'ai découvert, grâce à Patrick Hautecoeur, que d'ici à Lille, dans Notre-Dame, de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, il était représenté une frise en céramique dans l'hôpital à la chapelle Saint-Joseph, où était représenté Henri Duret ici. En fait, il faut savoir que la famille Vraud, il y avait Philibert, il y avait deux, Philibert et son beau-frère Camille Vraud. Philibert était dans le textile lillois, il avait une usine place du Concert. Il avait découvert le fil de coton en bobine, et grâce à ça, il a dégagé des bénéfices extraordinaires, mais vraiment
incroyable. Le philo chinois, ça existe toujours d'ailleurs. Et grâce à ces bénéfices, il a pu faire construire la faculté catholique de Lille, donc c'est énorme, c'est un budget plusieurs millions. Et il a donné également, il fait des donations à Notre-Dame de la Treille. C'est pour ça qu'en récompense, enfin en remerciement, on a construit dans la chapelle Saint-Joseph une frise représentant les doyens de la faculté. Voilà. Donc là, vous avez en fait, au milieu, vous avez le pape Pie IX. Là, vous avez les doyens de la faculté catholique, et Duret est là. Et là, vous avez les représentants de militaires et civils avec les différentes activités régionales. Donc, si vous voulez, vous avez l'église enseignante et l'église enseignée. Au-dessus, c'est Saint-Joseph. Donc, je suis allé, moi, de nombreuses fois à Notre-Dame de la Treille. Je ne savais absolument pas qu'il était représenté comme ça sur une frise. Voilà. 1911, il prend sa retraite. Mais je vous promets qu'il ne s'est pas arrêté là parce qu'il a écrit énormément sur les traumatismes crâniens en particulier. Il a écrit trois gros volumes de 1500 pages chacun avec des planches anatomiques remarquables. Et en 1914 arrive la guerre. Donc lui, il était non mobilisable, mais il a dirigé des hôpitaux auxiliaires dans les locaux de la faculté catholique. Et il a battu, il était contre les Allemands, l'invasion allemande, pour essayer de privilégier les blessés français d'abord et mettre les Allemands après. Donc il a tenu tête aux Allemands vraiment très longtemps, enfin toute la guerre. Voilà, et c'est pour ça, juste après, en 1921, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur, d'une part pour ses faits d'armes sur le champ de bataille en 70, et surtout sur sa résistance avec les Allemands, contre les Allemands. Et c'est là que ses relations avec le maire de Lille, Charles-Émile de Le Salle, étaient importantes. 7 avril, décès d'un cancer, je ne sais pas de quoi. Et les funérailles ont eu lieu au Sacré-Cœur, juste à côté ici, avec Monseigneur Laine. Et là, j'ai encore une question à vous poser, parce que le cortège a accompagné le corps du Sacré-Cœur jusqu'au cimetière de l'Est, à Lille. Il a été déposé dans un caveau provisoire, et après, je ne sais absolument pas où est sa sépulture. Donc si quelqu'un le sait, je serais bien content, ça fait 3 ans que je cherche. Soit il est resté dans le Nord, soit il est retourné en Normandie. Je ne sais pas. Rapidement, à titre posthume, donc, il a écrit un dernier volume qui n'a pas eu le temps de finir, qui ont été terminés par ses successeurs de Voiturier et de Lépine. Il y a eu un cercle qui a été créé par l'abbé de Pape pour parler un petit peu des travaux d'Henri Duret, et son buste que tout le monde connaît plus ou moins dans le couloir, qui a été inauguré en 1922. Voilà, c'est ce buste que tout le monde connaît. Donc c'était un doyen. Alors vous allez voir qu'il a été très vite doyen, parce qu'il est arrivé en 84, en 90, il était nommé doyen. Et les décanats duraient 3 ans à l'époque. On n'avait pas le droit de faire plusieurs décanats de suite. Donc c'est pour ça qu'il a été intercalé avec Henri Desplat surtout. Voilà. Et sa devise était science et religion. Et là, je vais laisser la parole à Patrick Hautecoeur qui va nous parler de ses travaux à l'université et de son enseignement. Le même Camille Ferronvreau avait une fille. Il avait prévu une dot pour le mariage de sa fille, et cette fille est décédée à 18 ans. Et cette dot a permis la construction de l'hôpital Saint-Antoine. Donc on lui doit beaucoup, on lui doit la fac, on lui doit les hôpitaux. Donc c'est à souligner. Alors on a parlé de la succession des doyens. Alors il y avait Duret, il y avait Desplat. Quand on relit, parce qu'à l'époque, les doyens faisaient un discours inaugural en début d'année. Quand on lit les discours des uns et des autres, on parle très rarement de l'autre, entre Desplat et Duret. Donc même s'ils ont alterné par obligation, je ne suis pas sûr qu'il y avait une entente très cordiale entre Desplat et Duret, mais ça, c'est mon avis purement personnel en lisant les discours introductifs de chacun des doyens. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'universitaire et du doyen surtout, parce que c'est un doyen qui a duré, sans jeu de mots, puisqu'il a fait 3 mandats. Alors l'universitaire, il arrive à Lille comme un chirurgien, non pas comme un neurologue. Les neurosciences à l'époque, on en parle peu. Donc il va remplacer le professeur Faucon, toute une histoire qu'on ne va pas raconter ici.
Et il va être considéré comme un très très bon chirurgien à la clinique chirurgicale de Charité. Donc il habitait à côté d'ici. Il allait à pied tous les matins, travailler tout le temps, du matin, le soir, le dimanche, tout le temps. Il allait donc faire la visite. Alors, quand on relit un peu les textes de l'époque, ça bouillonne autour de lui. Les externes, il a un côté paternaliste vis-à-vis des étudiants, mais enfin, ils doivent bosser, ils doivent aller chercher des choses, etc. Donc, on parle de ruche bourdonnante en pleine action. Donc, on voit bien le jeune universitaire entouré par ses internes, ses chefs de clinique, ses étudiants, et ça bouillonne. On parle d'un sang-froid proverbial qui n'était pas toujours calme. Donc, c'est un calme qui pouvait se mettre en colère. Je pense que c'est à souligner. Et puis, il y avait, et quand on a travaillé à l'hôpital de la Charité, on en reparlera tout à l'heure, mais on retrouvait cette ambiance. Il faisait 3 leçons hebdomadaires à l'hôpital de la Charité, et tout ça a été publié, donc il écrivait après, et donc publié dans le journal des sciences médicales. Alors au niveau universitaire et doyen, mais les deux, on va voir le côté doyen après. Donc il a d'abord créé une société qui a existé, puisque beaucoup d'ici d'entre nous ont connu cette société, Anatomoclinique. En fait, c'est le modèle parisien qu'il a placé dans son cursus ici. En fait, les étudiants apprenaient à parler en public lors de ces séances. Et cette séance, pour ceux qui se souviennent de la dernière, mais ça devait être dans les années 2000 ou peut-être même avant, mais beaucoup d'entre nous ont stressé ici dans cette salle devant leur maître pour faire des présentations à cette société anatomoclinique et aux journées médicales qui ont été créées aussi à ce moment-là. Donc on a parlé tout à l'heure de l'école d'infirmiers de Paris. Il a créé ici aussi une école d'infirmiers à la Maison Saint-Camille. Et un peu plus tard, il a créé un dispensaire école de la Croix-Rouge qui a formé des femmes, enfin des femmes comme dames infirmières, à plusieurs centaines d'infirmières qui ont été formées dans cette école. Il était passionné d'anthropologie, d'embryologie. Il a travaillé avec Boulay, les fameux nos jardins Boulay. Il a été forcément toujours le cœur en neurologie, si j'ose dire, donc membre actif de la Société française de neurologie, l'Académie de médecine, la chirurgie, on l'a dit, chevalier d'honneur. Vous avez une photo ici, il est avec Carlos Lepout, qui va être doyen pendant la période pétainiste de l'université, entre 40 et 43, 44, avec Calmette, Camelot, de Lépine. Voilà. Comme universitaire, il va poursuivre ses travaux, donc il est neurochirurgien dans l'âme. Je ne reviens pas sur les traumatismes crânio-cérébraux, mais j'ai passé un bout de temps, non pas à faire du copier-coller, mais pour essayer de rentrer dans la peau du personnage. J'ai rewrité toutes ses publications. Alors en neurologie, il a beaucoup travaillé aussi sur les tumeurs cérébrales. Il a fait une encyclopédie, on peut dire, sur les tumeurs cérébrales qui était vraiment la référence de l'époque. Ça, c'est clair. Et puis voilà, j'ai tout recopié, donc toutes les disciplines où il a publié. Chirurgie du crâne et de l'encéphale, on en a parlé, mais il n'y avait pas que les traumas crâniens. En chirurgie générale, il a publié, c'est-à-dire qu'il opérait dans tous ces domaines, donc vous voyez. Ensuite, chirurgie du cou et du thorax, donc ça va d'une section du sternocléido-mastoïdien dans le torticolis congénital. Heureusement qu'on a la toxine botulique aujourd'hui, mais néanmoins, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui devaient travailler là-dessus. Il a travaillé sur la chirurgie des membres, donc il était chirurgien du mou et du dur, comme on disait à une époque. Il a beaucoup publié en chirurgie gastro-intestinale. Je peux vous dire que j'ai passé du temps à tout recopier, mais c'était vraiment pour me mettre dans la peau de celui qui avait fait tout ça, la chirurgie génito-urinaire, la chirurgie abdominogénitale. Bref, il avait publié énormément. Et puis, il a été nobelisable, notamment sur ses travaux de neuroanatomie. Alors, il a été nobelisable, bien sûr, il a été poussé par certains profs qui étaient de la faculté, Voiturier, de Lépine, etc.
Mais néanmoins, et là c'est un secret pour tout le monde pour l'instant, bon, il est mort cette année-là, mais pourquoi n'y a-t-il pas eu de prix Nobel cette année-là, en 1921 ? Si quelqu'un connaît la réponse, on serait vraiment intéressé pour le savoir. Donc, vous voyez, sur le plan universitaire, il a déjà coché toutes les cases. Sur le plan doyen, maintenant, pourquoi était-il l'un des grands doyens de cette faculté ? Donc, il a fait 3 mandats. Donc, bon, déjà, au niveau de ce qu'il a fait, on est fiers d'avoir appelé notre laboratoire d'anatomie et notre laboratoire de don du corps après un combat acharné pour le faire survivre. Il a ramené de Paris la création de postes de prosecteurs et il avait l'idée de faire un musée d'anatomie, comme d'autres ont eu l'idée de faire des musées. Il a créé les labos de chimie, de physique, de bactériologie qui n'existaient pas, un labo d'anthropologie. Bon, vous entrez dans la faculté, vous avez la statue de Saint-Luc. Bon, il était le doyen à l'époque, mais voilà. L'école d'infirmiers, j'en ai parlé. Dans ce second mandat, il manquait le labo de parasito, un musée d'anthropologie, puis c'est là où il a été quand même élu à l'Académie de médecine. En 1805-1808, alors ce qui est amusant, c'est qu'il commence son mandat, Philibert Vrault va mourir, il finit son mandat, où il finit juste son mandat, où voilà, il est encore à la fin de son mandat. Camille Ferron-Vrault meurt. Donc c'est quand même amusant de voir la chronologie des événements. Il a connu la période où l'Université de Lille et l'hôpital public voulaient nous déposséder de l'aile droite de la Charité, qui avait été louée à l'Université catholique. Il est passionné d'histoire. Quand il va à Rome, c'est pour aller voir les lieux historiques, comme là où Vercingétorix avait été torturé. Il a beaucoup travaillé, publié sur Saint-Luc et Jeanne d'Arc. On a vu que la Légion d'honneur, c'est surtout pour ses faits militaires, et en 1870 et en 1914, mais en 1905, il crée la Société de secours aux blessés militaires. Voilà. Et puis, il est dans un climat politique extrêmement compliqué. On a parlé tout à l'heure de la période 1875, qui est une ouverture, la liberté, la concurrence entre le public et le privé. Ça se referme en 1880 avec le grand démocrate républicain Ferry, qui veut supprimer, d'ailleurs, le texte de excusez-moi du lapsus, de Ferry, c'était de ne pas laisser le nom d'université quand on n'est pas public, mais aussi de ne pas laisser le mot faculté hors université publique. Et quand nos grands amis parlent de l'Institut catholique, on voit déjà ce qu'ils pensent de l'université, mais quand ils disent la faculté catholique, c'est pas bon non plus. Donc, il a connu la période la plus compliquée où il y avait ce qui est écrit dans le livre de M. Ducoulombier et Lifox sur la conspiration du silence. Le président de la République vient à l'hôpital de la Charité, il vient à l'aile gauche, il ne vient pas à l'aile droite. Bon, c'est quand même... Gustave Delory n'était pas un grand ami de l'université catholique. Et puis, c'est la période aussi, on parle beaucoup de Léon XIV, mais le catholicisme social, c'est aussi cette période-là. Alors, il est doyen quand il y a la loi d'association de 1901. Il est doyen quand il y a la loi de séparation des églises et de l'État. Donc, pour un chrétien, je dirais même un catholique convaincu, et cette loi n'était pas très acceptée au départ. Et puis, il a failli voir disparaître et les services de chirurgie et la faculté, puisqu'en 1907, il y avait une proposition du Conseil général de supprimer toutes les facultés qui n'étaient pas publiques. Alors je dirais que c'était un doyen aussi qui était visionnaire. Il avait connu donc la loi de 1875 et lorsqu'on lit ses discours chaque année, chaque doyen faisait un discours de rentrée. Et en fait, chaque doyen mettait sa patte et parlait des questions qui l'intéressaient beaucoup. On retrouve souvent le côté il faut une concurrence entre le public et le privé. Et il dit, par exemple, lorsqu'il écrit à cette époque-là, en France, il n'y avait que 7 facultés. Il y avait Paris, Bordeaux, Lille, Nancy, Lyon, Montpellier, Toulouse et nous.
Et il disait, mais les déficits de l'État s'accroissent, tiens, comme aujourd'hui, pourquoi ne pas créer plusieurs facultés de médecine catholiques, des universités catholiques? Ça permettrait de réduire la charge fiscale. Vous voyez, ça reste d'actualité. Et comme il y avait eu l'antique université de Douai, créée à l'époque de Philippe II d'Espagne, alors que Louvain, c'est Charles Quint, son père, il disait que la catho ici, c'était une forme géminée de l'ancienne université de Douai, qui, associée à l'université de l'État, pourrait permettre le bien de la région. Donc quand on est partisan, non pas d'un combat, mais d'un travail intelligent entre les deux universités, eh bien, on fait avancer et on travaille pour notre région et pour le bien des patients. Pas toujours le cas, malheureusement. Dans ces mêmes années, il écrit un article sur une réforme des études, en parlant de la santé, bien sûr. En fait, il parle du système LMD, du processus de Bologne, qui va arriver 80 ans après, et il parle du système américain, qui n'existe pas encore. Mais pourquoi ne pas faire une réforme avec bachelor, licence, doctorat? Ça, c'est dans les années... je ne sais plus, dans les années 1900. Il est partisan aussi que les universitaires des facultés doivent être aussi des chercheurs. Et il ne suffit pas d'être bon médecin ou d'opérer pour être un universitaire. Et il y a un texte officiel d'État qui sort à l'époque, en 1906, qui s'appelle le Certificat des études médicales, qui est rejeté par tous les professeurs de la faculté en disant « on n'a pas besoin de ça, etc. » Et lui dit « non, pour notre reconnaissance, les titres c'est important, la recherche c'est important. » Et il ne parle pas des prérequis, mais c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Si on veut être reconnu un jour, il faut que nos prérequis, qu'on n'ait pas honte de nos prérequis. Et ça, je pense que c'est un combat perpétuel à travers les temps. Il est très favorable aux sciences humaines. À l'époque, ce n'est pas forcément le cas développé dans les facs de médecine. Il parle beaucoup des sciences humaines et de la philosophie, qui sont des éléments importants dans le programme des premières années. Alors, chrétien et neurosciences, il y a des spécialistes de Bergson dans la salle. Une des phrases qu'il sort, qui me semble très bergsonienne, mais c'est peut-être à interpréter, de la pensée, le cerveau est simplement l'auxiliaire. Dans le débat actuel permanent entre d'où vient la conscience, matière et mémoire, système nerveux central et conscience, moi je pense, mais j'en discuterai avec quelqu'un après, je pense que c'est très bergsonien comme phrase. Et puis il disait aussi une phrase qui est proche de Victor Hugo. Victor Hugo disait « la science est l'asymptote de la vérité », que moi j'aime bien cette phrase, et lui disait « la science est des hommes, la vérité est de Dieu ». Je trouve que à l'époque, dans le courant très scientiste de l'époque, avoir ce type d'expression, c'est intéressant. Alors, il a publié beaucoup sur les guérisons miraculeuses. Il a même publié en 1903 sur la svastika et la croix, mais je rappelle que la svastika n'est pas encore la svastika nazie, qui arrivera après, en 1903. Les guérisons de Lourdes, on en a parlé, et beaucoup sur la laïcisation des hôpitaux. Il faut rappeler aussi les combats de Vulpian, qui a démissionné de son poste de doyen à Paris, à la faculté de Paris, quand on a expulsé les religieuses des hôpitaux. Et puis ça va très loin, parce que vous savez qu'il y a une école de neurologie ici, il y en a une aussi à Lille-État. Charcot n'était pas heureux du tout de voir durer dans ses murs, et on a retrouvé la phrase de Charcot pour envoyer le premier universitaire neurosciences à l'université d'État. Alors, c'est un clin d'œil, il s'appelle Lemoine, il va à l'État, il aurait pu venir chez nous. Et Charcot dit « Que cela ne tienne, nous vous voulons à Lille, et c'est là que vous serez nommé. Mais pourquoi? Parce qu'à Lille, il y a une faculté catholique, et nous voulons lui opposer des sujets jeunes, pleins d'allant, sachant bien faire la leçon, et capables de prendre les premières places. » Donc, vous voyez, le combat est rude. Et la pilule n'est pas passée. Et il faut savoir que les opposants de cette faculté parlaient à l'époque, Freud, ça date de quelques années, de la névrose chrétienne pour expliquer le christianisme. Voilà. Et
En 2025, depuis quelques années, nous avons voulu absolument que le laboratoire d'anatomie s'appelle Henri Douré. Donc là, vous avez la salle d'anatomie, salle Billet, il y a très longtemps, que certains d'entre vous ont peut-être connu ou pas. Et puis aujourd'hui, notre ensemble d'anatomie, à la fois les dons du corps, mais aussi le numérique, une table 3D qui est extraordinaire pour un jeune étudiant ou pour un futur chirurgien pour disséquer en virtuel. Et puis à la fois tradition et modernité, des planches anatomiques comme avant, et puis un matériel extrêmement développé. Je vais repasser la parole à Luc pour la conclusion. En tout cas, moi, j'ai mieux compris, en travaillant la question, pourquoi M. Lifog avait dit que ça avait été l'un des grands doyens de cette faculté. Juste un tout petit mot pour conclure, en fait. Donc, on retombe sur le tableau. Je crois que la boucle est bouclée. Alors, il faut garder une image de lui, c'est cette image-là, ce qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment le chirurgien chrétien, qui était doyen de la faculté. Et je pense que grâce à ses recherches, à son enseignement, à sa volonté, à l'énergie qu'il a dépensée en faveur de l'enseignement libre, il est vraiment devenu un doyen incontournable de la faculté catholique. Et tous les membres ici de la famille présents, ça me fier. Ça me fier. Voilà, merci bien. Je suis dans mes habitudes, je suis très sensible. Enfin, je pense que maintenant, vous connaissez mieux qui était ce personnage d'Henri Duret. Une famille, heureusement qu'il n'a pas eu son poste d'agrégation à Paris, qu'il est venu à Lille, que c'est grâce à ça que la faculté catholique de Lille a pris un essor fabuleux. Et qu'il a traversé, vous avez vu, des tas de situations les plus difficiles les unes que les autres. Hein. C'est pas la séparation de l'Église et de l'État, enfin vraiment des choses invraisemblables. Et il bossait pour s'en sortir. Donc il a été vraiment remarquable. Ces moments d'émotion, c'est le plus beau.